Le béton résonnait de leurs pas avant même que je ne les voie. Les lumières jaunes et ternes projetaient de longues ombres tandis que Wyatt et Burke s'approchaient entre les colonnes. Mes doigts se figèrent sur mes clés de voiture. Le niveau du parking était désert. Il ne restait que ma berline et leur véhicule de luxe identique. « Bonsoir », dit Wyatt, sa carrure d'1,92 m bloquant ma portière. Son costume sur mesure ne dissimulait pas son ancienne musculature de joueur de football américain. Burke fit le tour, me piégeant entre ma voiture et ses deux cadres supérieurs. « Encore en train de travailler tard ?» demanda-t-il d'une voix faussement douce, ajustant ses lunettes, la lumière se reflétant sur son alliance. « La dévotion » ajouta-t-il. « C'est ce que nous avons toujours admiré chez toi. » Un frisson me parcourut malgré la chaleur persistante de l'été. Leur présence n'était pas une coïncidence. 3 ans passés à Merci, sous Wyatt et Burke, m'avaient appris à reconnaître les signes, leurs gestes synchronisés, leurs décontractions calculées, la manière dont leurs yeux évaluaient mes réactions. « Que voulez-vous » demandai-je d'une voix maîtrisée. Le sourire de Wyatt s'effaça. « Nous savons ce que tu fais. » Burke s'approcha. « Tu poses des questions, tu prends des notes, tu parles à des gens auxquels tu ne devrais pas. » Wyatt reprit, le comité de sécurité, l'équipe comptable, d'anciens employés. « Tu as été bien occupé. » Mon pouce accéléra, mais je soutins son regard. « Je suis méticuleuse. C'est mon travail. » « Ton travail, » répéta Burke en riant doucement, « c'est ce que nous décidons qu'il est. Et pour l'instant, il est simple, tu démissionnes demain, ou nous te détruisons. » Wyatt ajouta, « Nous avons préparé un départ généreux. Signé par tranquillement. Tout le monde sera content. » « Et si je refuse ?» Le sourire de Burke se durcit. « Tes évaluations de performance contiennent certaines irrégularités. Des avertissements, des préoccupations comportementales, tout du mandaté est signé. Rien de flagrant, juste assez pour faire hésiter tout futur employeur. » Wyatt compléta, « Et ces anomalies comptables que tu examines. Intéressant, ton code d'accès apparaît dans le système pendant ces modifications. » Ma gorge se serra. Il préparait cela depuis des mois. « Nous voulons ta réponse maintenant, » exigea Burke. « Tu as des responsabilités envers ta famille, » ajouta Wyatt. « Les factures médicales de ta mère, les frais universitaires de ta sœur. Ce serait dommage de tout gâcher. » La mention de ma famille alluma quelque chose en moi. Ils avaient fouillé ma vie privée, mes failles, mes vulnérabilités, mais ils avaient oublié l'essentiel. Je les regardai et souris. Il y a une troisième option à laquelle vous n'avez pas pensé. Leurs rictus vacillèrent une seconde. Toujours l'optimiste, répliqua Burke. Il n'y a pas de troisième option. Ta lettre de démission sur le bureau du PDG, demain à 9 h. Sinon, nous lançons la procédure de licenciement avec tout ce que nous avons réuni. Ils s'éloignèrent, sûrs de leur victoire, le bruit de leurs chaussures de luxe s'éteignant dans le silence du garage. Je restai assise 20 minutes dans ma voiture, les mains tremblantes sur le volant, le poids de leurs menaces me comprimant la poitrine. 3 ans à les voir écraser les autres, s'attribuer les mérites, manipuler les chiffres, briser des carrières. Ils m'avaient choisi non pour mes compétences, mais parce qu'ils avaient besoin d'un pion jetable, contrôlable et sacrifiable. Leur plan était simple, appliquer des coupes budgétaires dangereuses, empocher d'énormes primes, puis disparaître avant que les conséquences ne se fassent sentir. J'aurais été tenu pour responsable de décisions que je n'avais jamais prises. Leur système protégeait leurs intérêts et m'impliquait. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais repéré leur manège dès le premier jour. Avant de tourner la clé, je saisis mon téléphone et tapai un message, « Il bouge demain matin. Prépare-toi. » Avant de poursuivre, merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous plaît, pensez à laisser un like, votre soutien aide vraiment d'autres personnes à la découvrir. Et abonnez-vous si vous voulez en entendre d'autres, car ce n'est que le début. Maintenant, revenons à la suite. Je m'appelle Marlo Ardan, j'ai 36 ans, et j'ai passé les 15 dernières années à gravir les échelons du monde de l'entreprise avec une précision calculée. Mes collègues me décrivent comme méticuleuse, peut-être à l'excès. Je mène une vie modeste malgré mon salaire à 6 chiffres. Mon appartement est minimaliste, fonctionnel, sans ostentation. Je conduis une berline fiable plutôt qu'une voiture de prestige. Je ne me suis jamais marié, bien que j'ai eu des relations, aucune n'ayant survécu à ma dévotion au travail. Ce que les gens remarquent d'abord chez moi,
c'est ma mémoire, je me souviens mot pour mot des conversations et retiens des chiffres après les avoir vus une seule fois. Ce dont m'a rendu précieuse lors des bilans trimestriels et des réunions stratégiques. Il m'a aussi rendu dangereuse pour des hommes comme Wyatt et Burke. J'ai rejoint l'entreprise il y a 3 ans comme analyste financière principale, un poste qui me permettait de financer le traitement contre le cancer de ma mère et les études de ma sœur. Le poste semblait parfait, travail stimulant, bons avantages, perspectives d'évolution. En 6 mois, j'ai compris la réalité derrière la façade. Le PDG, Garland, approchait de la retraite et se souciait davantage de son héritage que des opérations quotidiennes. Ce vide de pouvoir, Wyatt et Burke l'avaient comblé avec une efficacité impitoyable. Wyatt, arrivé 12 ans plus tôt, avait le charisme d'un vendeur né, sachant à quel membre du club de golf se lier, à quel gala caritatif assister, quelles anecdotes personnelles partager pour inspirer confiance. Burke, lui, en était le complément parfait, analytique, méthodique, toujours armé de données et de projections. Son diplôme d'économie et son MBA d'université prestigieuse lui donnaient une crédibilité incontestable. Il concevait les indicateurs qui faisaient paraître leurs initiatives réussies, quels qu'en soient les résultats réels. Ensemble, ils contrôlaient la circulation de l'information vers la direction et le conseil. Quiconque osait les défier se retrouvait marginalisé puis écarté. 8 cadres intermédiaires étaient partis dès ma première année. J'ai survécu en me rendant utile, mais jamais menaçante. Je produisais un travail impeccable tout en les laissant en récolter les lauriers. J'avais remarqué leurs pratiques douteuses, mais je gardais mes réserves pour moi. J'étais devenu une ressource fiable, capable d'exécuter des tâches complexes sans poser de questions embarrassantes. Puis le PDG Garland, âgé de 63 ans, annonça le « projet Revival », une initiative censée sauver notre entreprise en déclin. Les revenus baissaient depuis 3 trimestres, le cours de l'action chutait, et les rumeurs de licenciements circulaient. Il fallait un changement radical. Wyatt et Burke furent nommés responsables du projet, avec un pouvoir exceptionnel pour identifier et appliquer des mesures d'économie. Ils avaient besoin d'un analyste financier pour calculer les chiffres et préparer les présentations. Ils m'ont choisi. Marlo a les compétences techniques nécessaires, avait dit Burke. Et elle travaille bien de manière autonome. Wyatt ajouta, elle a une vision d'ensemble grâce à son expérience interdépartement. J'acceptai le rôle avec gratitude et enthousiasme. Ce qu'il voulait vraiment, c'était quelqu'un qu'il pouvait manipuler et accuser si nécessaire. Dès notre première réunion, le ton fut donné, Wyatt fixa des objectifs de réduction de coûts intenables sans compromettre la sécurité. Burke présenta un calendrier d'exécution serré, 8 semaines. Nous devons viser des gains immédiats, insista-t-il. Je proposai d'améliorer certains processus. Nous n'avons pas ce luxe, coupa Burke. Le comité exécutif veut des résultats rapides. Wyatt approuva, des décisions audacieuses qui se voient tout de suite. Leur véritable plan s'est révélé dans les semaines suivantes, supprimer des postes clés du contrôle qualité, remplacer les employés expérimentés par des sous-traitants moins chers, repousser la maintenance essentielle des équipements critiques. À chaque fois, j'ai exprimé mes inquiétudes. Ces reports d'entretien créent des risques de sécurité graves. Ton rôle est de chiffrer les économies, pas d'évaluer les risques, répliqua Burke. L'équipe sécurité a validé, assura Wyatt, sans jamais me montrer de preuves. J'ai tout noté, date, heure, suggestion, leur réponse. Je gardais mes propres notes, distinctes des comptes rendus officiels que Burke contrôlait. Un mardi matin, après notre réunion hebdomadaire, j'ai remarqué quelque chose d'inquiétant, les procès-verbaux officiels omettaient systématiquement mes objections. Mes propositions d'alternatives plus sûres avaient disparu. Les documents laissaient croire à un soutien unanime pour des décisions que j'avais expressément contestées. Cet après-midi-là, je découvris que plusieurs rapports d'inspection de sécurité avaient été falsifiés. Les historiques de maintenance d'équipements essentiels avaient été antidatés. Les documents de certification affichaient des inspections qui n'avaient jamais eu lieu. Lorsque je signalai ces anomalies à Burke, sa réponse fut immédiate et glaciale, « Ton inexpérience se voit, Marlo. Fais confiance au processus. » Nous avons déjà fait ça. Ce soir-là, je pris une décision, j'allais faire semblant, mais observer attentivement. Je gagnerais leur confiance tout en étudiant leur méthode. Je tisserai des liens dans toute l'entreprise des agents de sécurité aux assistantes de direction, jusqu'aux spécialistes informatiques. Et surtout, je me préparerai au moment où Wyatt et Burke tenteraient inévitablement de faire de moi leur bouc émissaire.
pendant 6 mois, je rassemblais des informations. J'appris qui d'autres ils avaient blessé, d'anciens employés aujourd'hui en difficulté, des idées volées, des carrières détruites. Je découvris leur schéma, mettre en œuvre des changements dangereux, encaisser des primes liées aux gains à court terme, puis partir avant que les conséquences n'éclatent. La confrontation dans le parking confirma mes soupçons. Leur plan s'était accéléré, car l'inspection annuelle de sécurité approchait. Un inspecteur externe découvrirait forcément les raccourcis qu'ils avaient pris. Des questions seraient posées, des documents examinés. Ils avaient besoin que je parte démissionner et réduite au silence par un accord de séparation avant que quiconque ne puisse les relier aux conditions dangereuses qu'ils avaient créées. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'attendais ce moment depuis des mois et que je m'étais préparé. Le lendemain matin, après la confrontation, je me réveillais à 4h30, après à peine 2 heures de sommeil. Mon esprit refusait de se calmer, repassant sans cesse leurs menaces. Je pris une douche brûlante, espérant laver cette sensation d'être acculé. En m'habillant, je choisis soigneusement ma tenue, tailleur gris anthracite, chemisier blanc impeccable, et le collier de jade que ma mère m'avait offert à la fin de mes études, pour la force, avait-elle dit. J'en avais besoin de chaque once ce jour-là. À 5h45, je conduisais vers le bureau. Les routes étaient presque désertes, les lampadaires se reflétaient sur les flaques de la pluie de la veille. Ma lettre de démission, dactylographiée, signée et prête, reposait dans ma mallette. Wyatt et Burke y verraient une reddition. Ils ne comprenaient pas ce qui se jouait réellement. Je me garai à 6h15 à ma place habituelle. À 7h matinale, le garde de sécurité, Miguel, était encore au poste d'entrée principal. « Bonjour, mademoiselle Ardan, dit-il, surpris. Tout va bien? Je ne vous ai jamais vu arriver si tôt. Grosse journée, Miguel, répondis-je, signant manuellement au lieu d'utiliser ma carte. Et ta fille, elle s'adapte à sa nouvelle école? Elle adore, répondit-il, rayonnant. Le professeur particulier que je lui avais recommandé 3 mois plus tôt avait tout changé. Une petite gentillesse, mais désormais j'avais un allié qui se souvenait des visages et des horaires. L'étage exécutif était désert quand je sortis de l'ascenseur à 6h25. Parfait. Je passai devant mon bureau et me rendis dans la salle du conseil. La porte était déverrouillée, comme Lynn, l'assistante de direction, me l'avait promis. Employée depuis 22 ans, elle avait vu défiler 4 PDG et savait où tous les secrets étaient enfouis. Elle n'avait jamais pardonné à Burke d'avoir humilié son neveu jusqu'à le pousser à démissionner l'an passé. J'installai 12 dossiers fins autour de la grande table, un à chaque siège, à l'intérieur, uniquement ma carte de visite. Puis j'envoyai un message, salle prête. À 7h30, le PDG Garland arriva avec 3 membres du conseil, Tanné, Ellis et Vivant. Tous semblaient graves et perplexes. Marlowe, commença Garland, votre message était préoccupant. Vous parliez de menaces immédiates pesant sur les opérations et la sécurité. Oui, monsieur. Mais attendons que tout le monde soit là. Tout le monde? Demanda Ellis. Qui avez-vous exactement invité? Avant que je ne réponde, la porte s'ouvrit, Rosalind, la directrice juridique, entra, suivie de Dario, chef de la sécurité. La surprise sur le visage de Garland confirma mes soupçons, il assistait rarement aux réunions matinales. Merci d'être venu, dis-je. Prenez place, je vous en prie. Wyatt entra ensuite, son pas assuré vacillant brièvement devant l'assemblée inattendue. Il se ressaisit vite, affichant son sourire habituel. Eh bien, c'est inhabituel. Bonjour à tous. Burke fut le dernier. Sa ponctualité légendaire trahie par la sueur sur son front. Ses yeux passaient d'un visage à l'autre, évaluant la situation. De quoi s'agit-il, demanda-t-il, feignant la décontraction. C'est ce que nous voulons savoir, répondit Garland. Marlowe a convoqué cette session d'urgence. Wyatt rit, un rire étudié pour détendre l'atmosphère. Notre analyste qui convoque une réunion du conseil? En réalité, dis-je en l'interrompant, c'est à ma demande que M. Garland a accepté cette réunion. Wyatt et Burke échangèrent un regard. Ils ne s'attendaient pas à ce que j'aie un accès direct au PDG, leur hiérarchie bien huilée aurait dû l'empêcher. Hier soir, commençai-je, les directeurs Wyatt et Burke m'ont confronté dans le parking. Ils ont exigé ma démission avant 9h ce matin, me menaçant de ruiner ma carrière si je refusais. Le silence tomba. C'est absurde, s'étrangla Burke.
Nous avons simplement discuté de ses performances. Oui, mais vous avez parlé de modifier mes évaluations, de fabriquer des problèmes de comportement et de me faire porter des irrégularités comptables, repris-je calmement. Ce sont des accusations graves, nota Rosalyn. Avez-vous des preuves? Non, admis-je. Wyatt se détendit visiblement. Clairement, Marlowe a mal interprété notre conversation. Mais ce n'est pas la raison de cette réunion, enchaînai-je. La menace n'était qu'un symptôme d'un problème bien plus grave. J'ouvris mon ordinateur et le connectai au projecteur. Depuis 6 mois, j'ai travaillé sur le projet Revival. J'y ai observé des décisions dangereuses, mettant des vies en péril et exposant l'entreprise à des risques catastrophiques. Ridicule, coupa Burke. Ce projet a généré des économies records. Oui, les chiffres, répondis-je. Parlons-en. L'écran afficha les journaux de maintenance, date, signature, résultats d'inspection. Voici nos preuves de conformité, expliquai-je. Tout semble parfait, mais la réalité est tout autre. Que sous-entendez-vous? Demanda Wyatt. Je ne sous-entends rien. J'affirme que ces rapports ont été falsifiés. Les équipements n'ont pas été entretenus depuis 8 mois. Burke ricana, et vos preuves? Je passai à la diapositive suivante. Voici les demandes de maintenance originales refusées, et les techniciens déprogrammés à la dernière minute. Garland fronça les sourcils. N'importe qui peut fabriquer une présentation. Souhaitez-vous entendre les techniciens eux-mêmes? Demandai-je. Ils vous attendent dans la salle voisine. L'atmosphère changea. Le sourire de Wyatt disparut. Cette manière d'embusquer la direction avec des affirmations non vérifiées illustre bien nos inquiétudes sur le jugement de Marlowe, lança Burke. Je comprends que les témoignages oraux puissent être contestés, répondis-je. C'est pourquoi j'ai apporté quelque chose de plus concret. Je remis à chacun une enveloppe scellée. Vous y trouverez la chronologie complète du projet, chaque réunion, chaque décision, chaque évaluation de risque ignorée. Mes objections aux pratiques dangereuses y sont documentées, contrairement aux procès-verbaux officiels. Burke déchira son enveloppe, parcourut frénétiquement les pages. C'est votre parole contre les archives officielles, dit-il. Procès-verbaux approuvés par tous. En réalité, corrigez-je, je ne les ai jamais approuvés. Ma signature y a été ajoutée sans mon accord. Ellis, le doyen du conseil, sembla troublé. Ces accusations sont graves, mademoiselle Ardan. Si tout cela est vrai, pourquoi ne pas avoir signalé plus tôt? Question légitime, répondis-je. Parce que je devais comprendre l'ampleur du problème avant d'agir. Wyatt se leva brusquement. C'est absurde. Marlowe n'a aucune expérience de direction. Elle est dépassée et cherche un bouc émissaire avant la publication des résultats trimestriels. Et justement, repris-je sans m'arrêter, l'inspection prévue demain révélera au moins 17 violations critiques. Quand ce sera fait, la production s'arrêtera, les amendes tomberont, et ce n'est qu'un début avant les poursuites. La tension monta. Garland savait que sa retraite dépendait de la stabilité de l'entreprise. Le conseil voyait ses réputations menacées. Si ce que vous dites est vrai, dit lentement Vivant, pourquoi deux cadres auraient-ils créé un tel risque? Parce qu'ils ne seront plus là pour en affronter les conséquences, répondis-je. Voici BNDCH Ting Fap, Satnia, U accent aigu NGVN Phone, va GP Tan MT Onduit NHT, Kong Xung Dong NHBN YAUQ, les primes liées aux économies de coûts du projet Revival doivent être versées la semaine prochaine. Burke a accepté un poste chez un concurrent à partir du mois prochain. Wyatt a passé des entretiens avec 3 entreprises différentes. Le visage de Burke se vida de son sang. Comment pourrais-tu savoir ça? Acheva-t-il, et je terminai pour lui, de la même manière que je connais les véritables coûts de maintenance que vous avez dissimulés dans des comptes de dépenses diverses. De la même manière que je connais les incidents de sécurité que vous avez classés comme erreurs d'opérateur pour éviter les obligations de déclaration. Je passai à une nouvelle diapositive affichant un organigramme complexe. Voici l'état réel de nos systèmes critiques. Le rouge indique un équipement fonctionnant au-delà des paramètres de sécurité. Le jaune indique des systèmes dépourvus de sauvegardes obligatoires. Comme vous le voyez, nous ne sommes qu'à une seule défaillance d'une catastrophe. Le poids de la révélation s'abattit sur la salle, Garland paraissait physiquement malade. Quelle est votre solution proposée? Demanda Tanner, brisant le silence. C'était le moment crucial.
Je voyais Wyatt calculer comment me discréditer, Burke se préparait à une explication technique pour brouiller les pistes. Il croyait toujours contrôler le récit. D'abord, nous devons déclencher des procédures de maintenance d'urgence avant l'inspection de demain. J'ai préparé une liste prioritaire des systèmes critiques nécessitant une intervention immédiate. Le coût serait astronomique, protesta Burke. Moins que les amendes réglementaires et les procès, rétorqua Rosal. Ensuite, nous devons reprogrammer l'inspection. Je suggère de demander une extension de 30 jours en invoquant une mise à niveau planifiée des systèmes. Garland hocha la tête, pensif. Cela pourrait fonctionner. Enfin, dis-je en prenant une profonde inspiration, nous avons besoin d'une nouvelle direction pour le projet Revival. C'était le moment où Wyatt et Burke se battraient de toutes leurs forces. Wyatt ne déçut pas, c'est clairement une manœuvre pour obtenir nos postes. Marlowe veut nos emplois. Elle a fabriqué cette crise pour faire avancer sa carrière. En réalité, j'ai accepté un poste ailleurs, répondis-je calmement. Ma démission sera effective dans 2 semaines. La salle resta figée. Tu pars, demanda Garland, déconcerté. Oui, mais avant de partir, je veux m'assurer que cette entreprise survive. Burke se reprit le premier. Si tu pars de toute façon, quel est ton intérêt dans tout ça? Je le regardai droit dans les yeux. Parce que des gens pourraient être blessés, parce que rogner sur la sécurité est inacceptable, et parce que les employés qui resteront méritent une meilleure direction. Ellis se tourna vers Garland. Nous devons en discuter en privé. Garland acquiesça. Wyatt, Burke, attendez dans mon bureau. Marlowe, restez ici. Les autres, revenez dans 1 heure. En sortant, Wyatt me frôla. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, murmura-t-il. Ce n'est pas fini. Je le regardai partir, me demandant s'il avait raison. Avais-je mal calculé? Mon plan dépendait de plusieurs facteurs devant s'aligner parfaitement. Si l'un d'eux échouait, ma carrière était détruite pas seulement ici, mais partout. Seul dans la salle du conseil, je regardais ma montre, 8h45. Dans 15 minutes, ma démission devait être sur le bureau de Garland. À la place, j'avais lancé un défi direct à 2 des hommes les plus puissants de l'entreprise. Mon téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Colis livré. J'expirai lentement. Phase interminée. Mais les parties les plus dangereuses restaient à venir. Wyatt et Burke ne se laisseraient pas abattre sans combattre, ils avaient des ressources et des connexions que je ne pouvais égaler. Peut-être avais-je joué trop fort, l'heure suivante déterminerait si ma troisième option relevait du génie stratégique ou du suicide professionnel. Je restais dans la salle, fixant les 6 verres d'eau vides. Le silence pesant vibrait contre mes tempes. La confrontation s'était déroulée comme prévu, mais la phase la plus périlleuse ne faisait que commencer. Mon téléphone vibra encore, un message de Lynn, l'assistante de direction. W et B dans le bureau de G à voix forte. Sécurité appelée. Je n'avais pas anticipé l'intervention de la sécurité si tôt. Mon estomac se noua. S'il convainquait Garland de me faire évacuer avant que je n'ai exécuté mon plan. Un autre message de Lynn, W utilise son téléphone personnel. Appelle quelqu'un à l'extérieur. Wyatt activait son réseau, mobilisait des alliés, une manœuvre intelligente, lui qui avait bâti sa carrière sur les relations. La porte s'ouvrit. Dario, le chef de la sécurité, entra. Marlowe, vous devez me suivre. Mes jambes étaient de bois. Je suis escorté dehors? Demandai-je. Je ne fais que suivre les instructions, répondit-il, impassible. Nous marchâmes en silence vers l'aile exécutive. Les employés nous regardaient passer. La rumeur se répandait. Je gardais la tête haute, soutenant le regard de quiconque osait croiser le mien. Dario s'arrêta devant une porte inconnue. Attendez ici, dit-il en badgeant. La porte s'ouvrit sur une petite salle de réunion sans fenêtre. Un ordinateur portable était posé sur la table. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Salle sécurisée. Aucun appareil d'enregistrement. Aucun accès réseau, sauf via notre système isolé. Il désigna l'ordinateur. Vous avez 20 minutes. Avant que je puisse demander quoi que ce soit, la porte se referma et se verrouilla. Je m'assis et examinai l'ordinateur. Connecté au serveur sécurisé de l'entreprise, avec des privilèges administrateurs. Un message s'affichait,
accès accordé selon le protocole 17B. Autorisation temporaire, 20 minutes. Le protocole 17B, la procédure d'urgence pour examiner des informations sensibles lors d'enquêtes sur de potentielles malversations internes. Quelqu'un d'influent, peut-être Rosselin du service juridique, m'offrait une opportunité. Je travaillais vite. Les dossiers identifiés des semaines plus tôt étaient toujours là. Je téléchargeais tout sur une partition chiffrée, puis accédais aux archives de messages. Les communications internes de Wyatt et Burke défilèrent à l'écran. Je les parcourus rapidement, copiant les échanges les plus accablants. À 5 minutes de la fin, j'exécutais ma dernière tâche, accéder aux journaux système indiquant qui avait modifié quel document, et quand. Les horodatages parlaient d'eux-mêmes. La porte s'ouvrit pile 20 minutes plus tard. Dario entra accompagné de Roseline. « Avez-vous trouvé ce qu'il vous fallait » demanda-t-elle. « Oui, merci. »« Je n'ai rien fait » répondit-elle prudemment. Le système accorde automatiquement certains accès lors de l'activation du protocole. Je compris le message, déni plausible. Elle aidait sans officiellement m'aider. Nous devons aller en salle exécutive, dit Dario. Tout le monde vous attend. La salle exécutive, plus petite que la salle du conseil, était conçue pour des décisions à huis clos. Garland siégeait en bout de table, avec Tanner, Ellis et Vivant alignés d'un côté. Wyatt et Burke se tenaient en face, composément tendus. Garland m'indiqua la chaise vide à côté de lui. « Marlowe, asseyez-vous. » En m'asseyant, Wyatt esquissa un sourire, plus aiguisé que d'habitude. « Jolie performance ce matin. Approche créative pour une démission. » « Je te l'accorde. »« Ce n'est pas une démission, » intervint fermement Garland. « Nous sommes ici pour examiner les problèmes de sécurité que Marlowe a soulevés. » Burke se pencha en avant, que nous prenons très au sérieux au point d'avoir mené notre propre revue interne, que Marlowe a apparemment découverte et mal interprétée. Mon cœur se serra, ils avaient préparé un contre-récit. Nous avons identifié des problèmes potentiels il y a 3 semaines, expliqua Wyatt d'un ton posé. Plutôt que d'alarmer tout le monde, nous avons commencé à préparer en silence des actions correctives avant l'inspection. Burke acquiesça. C'est pour cela que certaines demandes de maintenance semblent retardées, nous les consolidions pour plus d'efficacité. Et les rapports d'inspection falsifiés, demanda Ellis. Brouillon préliminaire uniquement, répondit Burke sans hésiter. Le système génère des modèles jusqu'à la finalisation des inspections. Marlowe les a confondus avec des rapports officiels. Leur explication semblait plausible, un doute passa dans les yeux des membres du conseil. Wyatt en profita. Nous étions inquiets de la paranoïa croissante de Marlowe, ses heures de travail inhabituelles, ses demandes d'accès à des dossiers confidentiels hors de son périmètre, ses rencontres avec d'anciens employés. Autant de signaux alarmants. C'est pourquoi nous lui avons suggéré de prendre du recul, ajouta Burke. Pour son bien-être. Le récit basculait, je n'étais plus la lanceuse d'alerte, mais l'employé instable. Le sol se dérobait sous mes pieds. Wyatt et Burke maîtrisaient à la perfection la politique d'entreprise. Si votre explication est exacte, dit Vivant lentement, pourquoi n'avez-vous pas documenté ce processus interne? Nous l'avons fait. Burke sortit une chemise de son porte-document. Voici l'évaluation préliminaire, datée d'il y a 3 semaines, signée par lui et Wyatt. Puis-je voir cela? Demandai-je d'une voix que je m'efforçais de garder calme. Burke hésita avant de faire glisser le document de son côté de la table. Je le feuilletai distraitement, remarquant les détails sur les problèmes de sécurité, ironiquement les mêmes que j'avais soulevés lors des réunions. Travail impressionnant, commentai-je, surtout quand on sait que ce modèle n'a été créé qu'hier. Le visage de Burke resta impassible. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Les propriétés du document indiquent qu'il a été créé hier à 21h43, environ 1 heure après notre conversation dans le parking. C'est simplement le moment où j'ai finalisé la mise en forme, répondit Burke. Le contenu a été compilé sur plusieurs semaines. Je me tournai vers Garland. Monsieur, je pense que Rosselin du service juridique devrait examiner les journaux du système indiquant les moments exacts de création et de modification de ces fichiers. Rosselin acquiesça. J'ai déjà récupéré ces enregistrements, conformément au protocole standard. Le sourire confiant de Wyatt vacilla légèrement. Tout cela devient inutilement compliqué. Le fait est que nous avons identifié des problèmes et commencé à les résoudre. Que Marlowe ait été au courant ou non ne change rien à cette réalité. Si c'est vrai, dis-je,
vous n'aurez aucune objection à reporter l'inspection prévue demain, le temps d'éclaircir tout cela. Absolument, répondit Wyatt un peu trop vite. La sécurité avant tout, toujours. Garland nous observa tour à tour, cherchant manifestement à déterminer qui disait la vérité. Je vais demander un report aux inspecteurs. En attendant, je veux un audit complet du projet Revival. Chaque décision, chaque document, chaque communication, ajouta Burke, une approche juste. Nous n'avons rien à cacher. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à rester dans le bâtiment jusqu'à ce que tout soit résolu, dit Ellis. Toutes les parties, pas de communications externes. La mâchoire de Wyatt se crispa. Sommes-nous suspects, après tout ce que nous avons fait pour cette entreprise? Simple précaution, répondit Garland. Si tout est en ordre, nous discuterons d'une compensation pour le désagrément. Wyatt se détendit légèrement. Tout ce qui peut aider à résoudre ce malentendu rapidement. La réunion prit fin. Dario organisa des salles séparées pour chacun de nous. En marchant vers la mienne, je vis Burke murmurer quelque chose à Wyatt, qui hocha imperceptiblement la tête. 2 heures passèrent dans l'isolement. Je restai assise à relire mes notes, me demandant ce qui se passait ailleurs dans le bâtiment. Rosalind avait-elle trouvé les journaux du système? Les histoires de Wyatt et Burke s'effondraient-elles, ou parvenait-il à façonner un nouveau récit? La porte s'ouvrit. Garland entra seul, l'air épuisé. « Quelle matinée » dit-il en s'asseyant en face de moi. « Oui, monsieur. Vous comprenez que si vos accusations se révèlent infondées, votre carrière est terminée. Pas seulement ici. Je comprends les enjeux, répondis-je. Pourquoi prendre ce risque? Avec vos compétences, vous auriez pu simplement passer à autre chose. Pourquoi cette confrontation? Parce que 37 personnes travaillent directement avec les équipements que Wyatt et Burke ont négligés. Leur vie compte plus que ma carrière. Garland me dévisagea. Burke affirme que vous préparez ce dossier depuis des mois, que vous avez manipulé les horodatages et créé de faux documents. Mon cœur s'emballa. Bien sûr, ils m'accuseraient de ce qu'ils avaient eux-mêmes fait. Cela nécessiterait des droits d'accès administratifs que je n'ai pas, fis-je remarquer. Vérifiez le système. Mes autorisations sont standards pour mon poste. Nous vérifions tout, assura Garland. Ce qui m'amène à ma prochaine question, vous avez mentionné avoir accepté un poste ailleurs. Je préfère ne rien dire tant que tout cela n'est pas réglé. Très bien. Il se leva, puis s'arrêta. Une dernière chose. Wyatt a dit quelque chose d'étrange, que vous étiez obsédé par les couleurs d'encre. Vous savez de quoi il parlait? Je gardai une expression neutre. Non, monsieur. Aucune idée. Après son départ, je me laissai aller contre le dossier de ma chaise, les yeux clos. La mention de l'encre par Wyatt était un avertissement. Il devenait désespéré. 1 heure passa, puis 2. L'isolement était une forme de guerre psychologique, me laissant imaginer les pires scénarios. Et s'il parvenait à convaincre tout le monde que j'avais tout inventé? Et si ma 3e option échouait? La porte s'ouvrit de nouveau. Dario apparut. On vous attend dans la salle de conférence principale. Quand j'entrai, tous les participants de la réunion précédente étaient là, plus 2 personnes que je ne connaissais pas. L'un portait un badge de visiteur, inspecteur Wilson, commission de la sécurité. Garland prit la parole. Marlowe, nous avons passé l'après-midi à examiner les documents de chaque partie. L'inspecteur Wilson est arrivé plus tôt à notre demande. Mon cœur battait à tout rompre. Ils avaient avancé l'inspection. Pourquoi? Après examen des preuves, poursuivit Garland, certains faits sont clairs, des maintenances critiques ont été retardées, des protocoles de sécurité compromis et des documents falsifiés pour dissimuler ces faits. Wyatt et Burke restèrent de marbre. Cependant, ajouta Garland, la question de savoir qui a ordonné ces actions reste complexe. Chaque partie a présenté des éléments convaincants. Wyatt se pencha en avant. En tant que cadre supérieur, nous assumons l'entière responsabilité des erreurs commises sous notre supervision. Clairement, des défaillances de communication ont eu lieu. Nous aurions dû surveiller la mise en œuvre de plus près. Une manœuvre habile, reconnaître les problèmes tout en réduisant la faute à une simple question de communication. Aucune reconnaissance de malveillance délibérée. Étant donné la gravité de la situation, conclut Garland, nous avons décidé d'une action immédiate.
Le projet Revival sera suspendu pendant que nous traiterons les questions de sécurité. L'inspecteur Wilson nous accorde 30 jours pour rectifier la situation avant l'inspection formelle. Burke hocha gravement la tête. La bonne décision. Je superviserai personnellement les corrections. Ce n'était pas juste. Ils échappaient à toute responsabilité, se posant en solution plutôt qu'en problème. Ma troisième option s'effritait. Une dernière chose, reprit Garland, pour assurer la transparence, tout le personnel du projet Revival sera réaffecté durant la période de révision. Wyatt me lança un sourire froid. Une précaution sage. Ce qui nous amène à vous, Marlowe. Compte tenu de votre démission et de la complexité de la situation, nous avons décidé de l'accepter avec effet immédiat, avec pleine indemnité. J'étais évincé, tandis que Wyatt et Burke restaient en place. Ils avaient gagné. Je comprends, dis-je en retenant ma voix. La seconde personne inconnue prit enfin la parole. J'aimerais dire quelque chose. Tous les regards se tournèrent vers la femme restée silencieuse dans le coin. Je m'excuse de ne pas m'être présentée plus tôt, dit-elle en se levant. Je suis Teresa Lynn, substitut du procureur adjointe, division des crimes économiques. Le silence tomba sur la pièce. J'ai reçu des informations préoccupantes concernant des violations de sécurité et une possible fraude d'entreprise. Vu ce que j'ai observé aujourd'hui, j'ouvre officiellement une enquête. Wyatt blêmit. Une enquête? C'est prématuré. Nous avons reconnu des problèmes de communication et nous y remédions. Cela dépasse les problèmes de communication, répliqua Teresa. Falsifier délibérément des rapports de sécurité est un délit pénal. Burke retrouva sa voix. Les écarts constatés relèvent d'erreurs administratives, pas de falsification intentionnelle. Teresa esquissa un sourire. Intéressant. Maintiendriez-vous cette position sous serment? Sous serment, balbutia Wyatt. C'est absurde. Ce n'est qu'une affaire interne, pas un dossier criminel. Quand des vies sont en danger, si, cela le devient, répondit Teresa. Et lorsque les preuves incluent des enregistrements de conversations où il est question de falsification de documents et de la mise en place d'un coup monté contre une employée, cela relève de ma compétence. Le sang quitta le visage des deux hommes. Des enregistrements, murmura Burke. Je sortis un petit appareil de mon sac et le posai sur la table. Vous vous souvenez de la troisième option dont j'ai parlé dans le parking? Elle en faisait partie. J'enregistre nos réunions depuis des mois, depuis que vous avez commencé à modifier les comptes rendus et à falsifier les rapports. C'est illégal, s'exclama Wyatt. En réalité, intervint Teresa, dans cet état, l'enregistrement est autorisé lorsqu'il existe une présomption raisonnable d'activité criminelle, ce qui est clairement le cas ici. Burke me regarda, la voix tremblante. Vous aviez tout prévu? Non, répondis-je. Je m'y étais simplement préparé. Ce n'est pas la même chose. Et les enregistrements ne sont qu'un début, poursuivit Teresa. Nous avons les journaux système montrant les modifications de fichiers, les témoignages du personnel de maintenance ayant reçu l'ordre d'ignorer des inspections cruciales, et les relevés financiers indiquant le détournement de fonds destinés à la sécurité. Wyatt se leva brusquement. Je veux un avocat. Absolument, acquiesça Teresa. Vous en aurez besoin, tous les deux. Les heures suivantes passèrent dans un flou. Teresa mena des entretiens préliminaires avec toutes les personnes présentes. La sécurité confisqua les ordinateurs de Wyatt et Burke. L'atmosphère passa du contrôle de crise d'entreprise à une véritable enquête criminelle. Le soir venu, Wyatt et Burke avaient été escortés hors du bâtiment. Pas menottés, les enquêtes en col blanc avancent plus méthodiquement, mais leur carrière était terminée. Même s'ils échappaient à la prison, aucune entreprise ne voudrait d'eux après cela. Tandis que je rangeais mon bureau, Garland apparut dans l'encadrement de la porte. Tu les as enregistrés pendant des mois, dit-il. Tu as tissé des liens avec le personnel de maintenance, les assistantes administratives, la sécurité. Tu as créé un réseau d'alliés tout en paraissant isolé. Je continuais à placer mes affaires dans le carton. Pourquoi tout ça, demanda-t-il. Pourquoi ne pas être venu directement me voir? Je levai les yeux vers lui. M'aurais-tu cru, toi, plutôt que... Son silence répondit pour lui. J'expliquai que ma troisième option n'était ni de combattre leur pouvoir ni d'abandonner ma carrière, c'était de faire en sorte qu'ils se détruisent eux-mêmes par leur propre arrogance. Garland hocha lentement la tête.
Ce poste que tu as accepté ailleurs, il est réel? Oui, je commence le mois prochain. J'aimerais que tu envisages de rester, dit-il. Avec Wyatt et Burke partis, nous aurons besoin de quelqu'un qui comprenne la véritable situation du projet Revival. Quelqu'un en qui le personnel a déjà confiance. Je refermai mon carton. Merci pour l'offre, mais j'ai pris des engagements que j'ai l'intention d'honorer. En me rendant à ma voiture ce soir-là, dans le même parking où il m'avait acculé, mon téléphone vibra, des messages de collègues rapportant diverses versions des événements. Les nouvelles allaient vite. Je déposai mon carton dans le coffre et m'assis derrière le volant, laissant enfin retomber la tension accumulée depuis des mois. Mon téléphone sonna. Le nom de Teresa Lynn apparut à l'écran. Timing parfait, dit-elle lorsque je décrochai. Je viens de terminer les premiers entretiens. Wyatt essaie déjà de tout mettre sur le dos de Burke, et Burke prétend n'avoir fait qu'exécuter des ordres venus d'en haut. Classique peloton d'exécution circulaire. Je souris. Combien de temps durera l'enquête? Des mois, sans doute. Mais avec les preuves que nous avons, ils accepteront sûrement des accords de plaider coupable plutôt que de risquer un procès. Après avoir raccroché, je restai un moment à observer les employés quittant le bâtiment, ceux qui travailleraient désormais dans de meilleures conditions, sous une direction plus saine. La revanche ne résidait pas dans la destruction de Wyatt et Burke, mais dans le fait de les forcer à affronter des conséquences qu'ils n'auraient jamais imaginées. Ces deux hommes, qui se croyaient intouchables, découvraient qu'aucun charme, aucune connexion, aucune manipulation ne pouvait les sauver de leurs propres paroles et actes consignés. En rentrant chez moi, je réfléchis à ce que je dirais si tu me demandais un conseil. Le voici, quand des personnes puissantes essaient de t'acculer, souviens-toi qu'il existe toujours une troisième option à laquelle elles n'ont pas pensé. Parfois, gagner ne consiste pas à riposter immédiatement, mais à écouter attentivement, tout documenter, construire des alliances discrètes et attendre le moment parfait pour les laisser se vaincre eux-mêmes. Si tu as trouvé cette histoire utile, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner pour plus de contenu de ce genre. Partage-la avec quelqu'un qui pourrait affronter ses propres tyrans au travail. Et dis-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà trouvé ta troisième option face à des personnes difficiles. Ton expérience pourrait aider bien plus de gens que tu ne l'imagines. Jusqu'à la prochaine fois, souviens-toi, même dans les parkings les plus sombres, tu as toujours plus d'options qu'ils ne veulent te le faire croire.